bonjour à tous. Donc pour cette dernière, alors pas tout à fait dernière, dernière présentation, j'allais dire dernière session, mais dernière présentation donc de ce printemps du microbiote. Donc je suis avec mon autre chairwoman qui est Sophie Georgin Lavial. Et donc, nous allons donc écouter la présentation de Joël Doré, donc, qui est directeur de recherche INRAE et qui n'a pas besoin de présenter, je pense, dans le domaine du microbiote, et qui va nous parler des derniers développements. Et donc, et également, donc on vous le rappellera également tout à l'heure, donc on aura une session également le 14 mai pour toutes les questions-réponses qu'on n'a pas pu aborder lors de ces séminaires. Et donc, soyez également nombreux à ce moment-là, parce qu'on essaiera d'avoir donc tous les orateurs. Voilà, donc je ne sais pas, Sophie, tu veux dire un mot? Non, on a hâte d'écouter Joël. Il y a Voilà, près de très 50 personnes qui sont connectées. Voilà, et au moins Euh, 260 inscrits, donc je pense que ça va avoir du succès aussi en replay. Donc Joël, à toi de jouer. Alors, je vais partager mon écran. Vous me confirmerez que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est parfait. OK, je vais mettre en présentation diaporama. Je pense que c'est bon. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sophie, merci Karine. Je voulais commencer par remercier Harry indirectement d'avoir porté la FHU pendant tout ce temps et de cette opportunité de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui euh, à travers les printemps du microbiote intestinal sur, comme ça a été évoqué, les aperçus des dernières découvertes et avancées dans le domaine de la recherche sur le microbiote intestinal et en gros, quoi de neuf. Et je vais commencer par évidemment cette humble mention qu'il y a une limite à l'exercice ou des limites. Ça va être biaisé, un petit peu biaisé parce que c'est moi qui ai choisi en fait ce dont je vais vous parler ici. Ça va pas être exhaustif. J'ai un collègue qui a récemment calculé que si on voulait lire toutes les publications qui sortent sur le microbiote intestinal, il faudrait passer à la suivante toutes les 10 minutes et ne pas dormir. Donc c'est un peu compliqué, donc on verra pas tout. Et ce sera parfois du survol rapide, et puis parfois un peu plus approfondi parce que j'ai plus de choses à présenter, et parce que aussi j'ai pu bénéficier de diapositives que m'ont passé des collègues. Et c'est avant tout un positionnement personnel qui, pour ce qui me concerne, est aussi lié au lien que j'ai avec l'industrie. Je travaille à INRAE, et à INRAE, on travaille avec l'industrie beaucoup, donc c'est l'agroalimentaire et la pharma, de façon à peu près équilibrée depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai également co-coordonné le bouquin qui est présenté ici avec Philippe Marteau, avec un financement de Biocodex. Et puis, je suis cofondateur et conseiller scientifique de MadPharma, de Novobiome et de GMT, qui sont des startups de la biotech pharma. Voilà, je vais commencer par deux diapos très générales qui me permettent d'insister sur le fait qu'on est humain et on est microbien, on est écosystème et on est symbiose. Chacun de nous en interaction avec 50 000 milliards de bactéries, plein d'autres microbes en fait. Et c'est autant qu'on a de cellules humaines dans le corps humain pour le 50 000 milliards, qui sont présentes sur la peau et à toutes les interfaces mucosales de l'organisme. C'est la sphère orale et respiratoire, c'est la sphère urogénitale et la sphère digestive. Et c'est vrai que je zoome un petit peu par mon expérience sur la sphère digestive, donc ma présentation va parler beaucoup de ça aussi. Et puis j'avais envie de dire avant de commencer qu'on devient microbien au moment de la naissance et dans les premières périodes de la vie. On va en même temps maturer notre tube digestif, nos défenses naturelles et développer notre microbiote. Et ça conduit à cette situation assez unique que j'ai envie d'appeler symbiose, en fait, qui est à travers laquelle le microbiote est reconnu comme une part intégrante de l'organisme, une partie du soi, et ça forme ce qu'on appelle un holobionte, c'est-à-dire une unité d'évolution. On évolue avec nos microbes et avec notre statut microbien. Et nos microbes contribuent à différentes fonctions qui sont rapidement listées ici, euh, qui sont des fonctions d'interface en fait. Le 1, c'est l'interface avec l'aliment, c'est la digestion des fibres notamment, la production d'actifs par le biais de cette digestion, cette fermentation microbienne, la détoxification de certains composés d'origine alimentaire,
la potentialisation d'autres composés d'origine alimentaire pour leurs effets sur l'hôte. En 2, c'est la protection directe contre les micro-organismes de l'environnement. Nos écosystèmes qui sont établis sont assez peu permissifs, en fait, et tant mieux pour nous. Et puis 3, 4, 5, c'est des aspects d'interaction avec l'hôte. C'est en 3 la stimulation de la barrière intestinale, c'est le renouvellement cellulaire, c'est la production du mucus par exemple. En 4, la stimulation du système immunitaire, toutes les défenses naturelles sous-jacentes. Et puis en 5, à travers tout l'organisme, le dialogue avec les cellules, les tissus, les organes. Et on parle d'axe intestin, tissu adipeux, intestin foie, intestin poumon, intestin cœur et intestin cerveau. Et j'en parlerai un petit peu. Et ce qu'on a décrit assez longtemps comme une dysbiose en pensant à altération du microbiote est très probablement, dans une large partie des cas, une altération de cette symbiose, de cette relation avec l'hôte, entre le microbiote et l'hôte. Et elle est associée à une perte de fonction, et notamment les fonctions qui sont listées ici peuvent être celles qui pâtissent d'une altération de symbiose. Voilà, alors je représente ça, c'est une illustration qu'on avait publiée en 2017 à l'issue des ateliers de Gien, d'un atelier spécifique sur le microbiome et sur les attendus en termes d'innovation, où on avait dit à l'époque, en gros, on aura des innovations dans le terme de la stratification, du microbiote, du monitoring, du testing, dans le cadre de l'utilisation du microbiote comme une cible de modulation, comme une source de nouveaux bioactifs, et pourquoi pas comme un médicament à part entière, en fait. Alors, avant de commencer, je vais dire que j'ai fait un travail classique, hein. Je ne parle pas de mes travaux, un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc là, j'ai fait un travail de recherche biblio classique. Et je me suis aussi appuyé sur ce que fait Gut Microbiota for Health, qui est une structure qu'on a fondée en 2012, qui s'appuie sur la Société européenne de neurogastroentérologie et motilité, et qui se divise en termes de mission, en fait, vise à promouvoir le partage, le transfert du savoir et le débat autour des aspects du microbiote. Il y a un site web, gutmicrobiotaforhealth.com, que je vous invite à consulter et qui organise un sommet mondial chaque année. Cette année, c'était au mois de mars aux États-Unis. Ce sera à nouveau au mois de mars aux États-Unis l'année prochaine avant de revenir en Europe. Et cette plateforme, elle a 3 sections qui sont indiquées ici en bas à gauche. La section Newswatch qui s'adresse au grand public, la section Research and Practice qui s'adresse aux experts, aux scientifiques, aux médecins, et la section Food for Gut Health qui s'adresse plutôt aux diététiciens et aux influenceurs. Et la communication couvre les différents sujets du microbiote. Et j'ai un slide, une diapo pour indiquer l'impact qu'a Gut Microbiota for Health. Je vais lire les chiffres en bas, 160 000 membres dans la communauté microbiote de GMFH. C'est 18 millions d'impressions en 2023 sur les réseaux sociaux. C'est 17 870 membres, souscripteurs qui, en fait, c'est gratuit, mais qui reçoivent la newsletter tous les 15 jours. Et c'est 817 811 visites du site web en 2023. Si vous n'avez pas encore visité, je vous invite vivement à visiter. Il y a un peu tous les médias. La partie Newswatch et la partie Food for Gut Health sont à la fois en français, en anglais et en espagnol. La partie LinkedIn est exclusivement en anglais. Voilà, je vais commencer par un volet qui me tient à cœur, en fait, c'est où on en est sur les développements de la science sur le microbiome en tant qu'outil potentiel pour le clinicien. Je m'appuie sur les travaux qui ont été faits en ce qu'on appelle la métagénomique shotgun, dont le principe est un petit peu illustré ici. En gros, on part de la collecte d'échantillons, on extrait l'ADN, on prépare des banques ou des librairies de séquençage, puis on séquence. Et en shotgun, on séquence tout ce qui est accessible en termes d'information génétique pour aboutir à la reconstruction de gènes et de génomes et la représentation de la distribution par des matrices d'abondance relative d'espèces et de gènes microbiens. On avait, à travers ce pipeline, insisté sur le fait que les standards étaient importants et publié en 2017 dans Nature Biotech des standards issus du projet européen IHMS. Là, j'ai 2 publications que je souhaitais évoquer, comme voilà, les choses qui bougent un petit peu. Une publication L'Oréo de l'équipe de Dan Knight, publiée en 2023 dans Scientific Reports, et une de Hugo Room, dont je suis co-auteur, publiée également l'année dernière dans Scientific Reports.
Ces publications, qu'est-ce qu'elles disent? Et il n'y aura qu'une slide pour l'illustrer, en fait. La publication de l'équipe de Dan Knight nous dit que le shotgun basse profondeur, en fait, est une approche de séquençage qui fournit une alternative plus spécifique et plus reproductive à l'approche classique qui est basée sur le séquençage de l'ADN ribosomal 16S, et notamment pour des travaux à grande échelle sur les microbiomes. Et petit à petit, on s'est rendu compte que le CSS avait effectivement des limites, le shotgun globalement, et le shallow shotgun, c'est-à-dire du séquençage à peu près 5 millions de lectures par échantillon, permet de faire mieux que ce que faisait le CSS jusque-là. Et les travaux qu'on a publiés sur une étude multicentrique de laboratoire auquel on avait fourni un ADN extrait et qui travaillait sur la partie séquençage et bioinformatique, avait conduit à vraiment insister sur le fait qu'il fallait benchmarker, optimiser les pipelines bioinformatiques parce que ça compte aussi beaucoup dans la reproductibilité des données qu'on va générer. Si l'on veut faire ça, on a à disposition aujourd'hui du matériel de référence et des mock communities, des ADN ou des communautés microbiennes qu'on peut inscrire dans le pipeline d'analyse, en fait. Et c'est vraiment important pour valider l'efficacité et la qualité, la robustesse du travail qu'on réalise. Voilà. Et puis, il y a quelques semaines maintenant, nos collègues américains, Hoffman, le dernier auteur, et Jacques Ravel, ont publié cette publication intitulée The D2C Microbiome Testing Industry Needs More Regulation. DTC, c'est en fait Direct to Consumer, direct consommateur. Et il y a aux États-Unis comme en Europe, en fait, du microbiome testing qui se développe beaucoup, des services qui sont proposés par des structures industrielles qui ont émergé en l'absence d'une maturation du contexte réglementaire. Et la citation que j'extrais ici de la publication dit: la FDA, la Food and Drug Administration, donc le réglementaire américain, has yet to clarify whether these tests should be regulated as medical device or wellness products. En gros, il faudrait que la FDA nous dise si ces tests-là sont des medical devices, des devices médicales en fait, ou des produits du bien-être. Et effectivement, aux États-Unis, il y a une dichotomie au plan réglementaire entre ces deux aspects. On pourrait se demander si la même chose ne devrait pas être appliquée au contexte européen, sachant que, à mon sens, ça ne devrait pas exclure l'un de l'autre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une place pour du IVD, in vitro diagnostic medical device, et pour du test au service des besoins ou des curiosités des consommateurs. Je parle de curiosité parce que la nouvelle frontière vers laquelle on a envie de s'ancrer, en fait, de s'orienter, c'est une possibilité que le microbiote fécal soit analysé en réponse à une curiosité naturelle alors j'ai mis ici clients, des consommateurs, des citoyens, à travers le direct consommateur, sans utilité clinique. Et il faut qu'il y ait cette possibilité-là, parce qu'il y a une curiosité pour savoir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, finalement, de la même façon que quand il a été possible de fournir aux personnes en société, en fait, le séquençage du génome, il y a des gens qui ont effectivement souhaité avoir cette connaissance. Mais ce vers quoi on peut souhaiter s'orienter, c'est cette situation où, non plus en société générale et avec le client comme premier acteur, mais dans un contexte de prescription, on peut tout à fait imaginer qu'un laboratoire de biologie, et ça ne peut être rien d'autre à mon sens, soit en situation de réaliser les analyses biologiques classiques, mais aussi la caractérisation du microbiote fécal pour que, en retour auprès du médecin, dans le contexte de la relation médecin-patient, il y ait cette possibilité d'intégrer le microbiote pour détecter une altération de la symbiose, pour suivre l'état de la symbiose au cours du traitement, pour intégrer l'état de la symbiose dans la prise en charge nutritionnelle ou clinique du malade. Et alors, pour que cette situation advienne un jour, et je pense qu'elle pourrait advenir dans les années qui viennent, il faut que, bien sûr, ce pipeline-là soit possible. Et donc, mon point de vigilance par rapport à ça, c'est on peut être critique par rapport au développement direct consommateur dont on vient de parler avant, mais il faut laisser s'installer cette possibilité au laboratoire de biologie médicale d'être un acteur dans le processus pour que la prescription puisse avoir lieu et l'utilité clinique puisse être testée. Alors, pour que ça opère vraiment, il faut des standards techniques et des grands nombres. Alors, je mets les deux en vert parce qu'on a coché ces cases, à mon sens, c'est-à-dire qu'on a déjà des standards techniques pour la partie
métagénomique, séquençage shotgun. Et puis, on a des grands nombres, il y a déjà des dizaines de milliers en fait, de séquences à disposition, de qualité, aujourd'hui, dans les bases de données publiques. Mais on a aussi des projets, et je vais en 2 diapos vous parler un petit peu du projet Le Microbiote français. Et puis, à terme, il faudra aussi apporter l'évidence des bénéfices cliniques, voir se développer un chemin réglementaire pour que, pourquoi pas, on puisse à terme aboutir à une demande de remboursement du processus, et puis l'éducation des patients qui avance assez vite à travers Internet, et puis la formation des professionnels de santé qui devrait être accompagnée également. Et je parle du projet Le Microbiote français. En fait, c'est au niveau national un projet qui a été lancé en septembre 2022 qui vise à collecter 100 000 échantillons fécaux pour caractériser le microbiote intestinal et le mettre en regard de données nutritionnelles et de données cliniques associées. Alors d'ici 2027. C'est un projet français initié par Metagenopolis Inrae, porté par Inrae, en relation très étroite avec l'assistance publique et les hôpitaux de Paris, et notamment Robert Benamouzik, qui est à l'hôpital Avicenne et coordinateur médical du projet. Et ce projet est inscrit dans un projet international qui vise 1 million de microbiomes humains, pas seulement intestinaux comme ce qu'on fait en France, mais également oraux, cutanés et potentiellement vaginaux également. Le consortium Le French Gut, c'est un consortium industriel et privé euh, et, euh, et public, avec parmi les partenaires publics, donc INRAE, la PHP, l'INSERM, AgroParisTech et une dizaine de partenaires privés associés, auxquels j'inclus l'Institut Pasteur. Et la phase pilote a été lancée en 2022, comme je le disais, la phase complète lancée en décembre 2023. La phase pilote comprenait 3000 premiers participants, et d'ici 2027, on va inclure le reste jusqu'à 100 000. Une petite photographie rapide de la phase pilote. On a en réalité collecté 4800 questionnaires, puisqu'on a été un petit peu submergé. On a inclus 3000 volontaires en 3 jours. Et donc, quand on a arrêté les inclusions, on avait un petit peu plus que les 3000 qu'on souhaitait pour valider le pipeline technique. Ce que ça nous a dit, c'est qu'on inclut un petit peu plus de femmes que d'hommes. C'est classique dans les grandes cohortes nationales. On a un petit peu plus d'âge moyen entre 40 et 60, et un petit peu moins que ce que l'on souhaite et ce que représente la démographie nationale au-dessous de 30 ans et au-dessus de 65. On n'incluait que des adultes pour l'instant. Par contre, en répartition géographique, on représente très bien au niveau national France métropolitaine. On espère ouvrir au Drôme dans le futur. Et on avait en gros un participant sur 3 qui consultait pour une pathologie. Donc même sans spécifiquement développer des projets vers la pathologie, on a déjà des patients qui sont arrivés vers le French Gut. Et donc je disais, on a relancé la phase complète en décembre dernier. En mars, donc il y a un mois de ça, on avait 30 000 comptes créés, on avait presque 15 000 volontaires qui avaient déjà rempli les questionnaires, et 10 800 participants qui avaient fourni un échantillon conforme. Et donc on a commencé à générer les analyses par séquençage ces derniers mois. Voilà, je vais passer à un autre volet qui est le volet, qu'est-ce qu'on fait des séquences? On utilise les séquences très souvent pour rechercher des signatures spécifiques de maladies, d'aggravation de maladies, de réponse ou non-réponse à des traitements. Et je vais parler du niveau souche parce que c'est un volet de la profondeur d'analyse qui se développe beaucoup et qui s'inclut vraiment dans la nouveauté. Je vais commencer par une publication récente, en fait, dans Nature Medicine de cette année, des équipes autour de Trevor Loley en Angleterre. Et l'abstract nous dit développer, identifier des biomarqueurs basés sur le microbiome n'est pas quelque chose de facile, notamment quand on se place au niveau espèce, a fortiori quand on est au niveau genre ou au-dessus dans la taxonomie. Et potentiellement, c'est lié au fait que tout passe par les fonctions, et les fonctions dépendent avant tout des souches. Un Escherichia coli peut être commensal de l'intestin ou pathogène, et c'est simplement le génome et donc le niveau souche qui va déterminer de son statut. Et les signatures ont été recherchées ici dans des cancers rares, traités dans un essai de phase 2 avec les traitements qui sont indiqués ici, ipilimumab et nivolumab, donc c'est traitement de cancer par immunothérapie. Le critère de réponse qui était recherché était le taux de réponse global et la survie sans progression à 12 mois.
L'étude est basée sur du séquençage shotgun profond, 20 millions de lectures par échantillon ou plus, et a porté sur 106 patients pour la modélisation, pour l'entraînement du modèle, et 364 patients ont été choisis parmi des publications dans des cohortes qui sont représentées ici à droite, mais dans d'autres cancers que ceux utilisés pour le développement du modèle. Et le message principal de ce travail est que le régime de l'immunothérapie, le régime de traitement d'immunothérapie est plus important que le type de cancer lui-même quand on cherche à identifier, à prédire le potentiel de réponse au traitement. Alors, j'ai quelques diapositives sur ce travail-là. La première ici, à gauche, on a un lien entre la diversité du microbiote intestinal en baseline et la réponse au traitement, avec à droite la réponse complète ou la réponse partielle, et à gauche les non-répondeurs au traitement, et on voit très nettement qu'il y a une corrélation, les répondeurs ont tendance à avoir un microbiote plus riche et diversifié. C'est un paramètre qu'on voit très très souvent, mais qu'on a vu notamment dans la thérapie du cancer. À droite ici, ce que l'on montre, c'est que quand on utilise l'information microbiote et ou l'information microbiote plus clinique, donc c'est le vert pour microbiote seulement et le bleu pour microbiote plus données cliniques, on voit que suivant le domaine où on se place, on a plus ou moins de force de potentiel prédictif du modèle. Donc c'est l'air sous la courbe dans une analyse de ROC qui nous informe de ça. Et en gros, on voit que ça augmente. L'air sous la courbe augmente, ça veut dire que le modèle est de plus en plus pertinent en termes de pouvoir prédicteur. Et on voit qu'il y a même une augmentation assez nette du pouvoir prédicteur quand on passe de l'espèce à la souche. Alors qu'à ces niveaux-là, ajouter des données cliniques, c'est 15 données cliniques ici en l'occurrence, à la donnée microbiote n'apporte pas grand-chose. Voilà, je vais un petit peu plus loin et là j'ai les cancers qui ont été étudiés dans la cohorte de découverte, donc toujours en analyse de ROC. Là on a ici la courbe de ROC classique, et ce que l'on voit c'est que les signatures au niveau souche donnent un modèle qui est plus performant que la donnée clinique elle-même, et avec une performance qui est vraiment très très bonne pour deux des contextes de cancer qui sont étudiés. C'est des cancers gynécologiques rares et des cancers de la sphère gastro-intestinale et biliaire. Et ça marche très bien avec des aires sous la courbe de 0,80. On est un petit peu moins bon pour des cancers qui concernent des glandes neuroendocrines. Voilà, et on va se poser la question de savoir ce qui se passe quand on applique ce modèle à d'autres contextes de cancer. Qui ont déjà été étudiés beaucoup, qui ont été publiés en fait. Et ce que montre cette illustration, c'est que pour un modèle avec 22 signatures de taxons microbiens, de souches microbiennes, qui a été développé sur des patients qui étaient sous combothérapie avec deux immune checkpoint inhibiteurs, bien, on prédit beaucoup mieux quand on s'intéresse à une cohorte de validation de patients traités en combothérapie, avec les deux traitements anti-PD1, anti-CTLA4 en l'occurrence. On prédit beaucoup moins bien sur des cohortes de patients qui sont traités que aux anti-PD1. Une des propositions qui est faite, c'est que finalement le CTLA4, l'anti-CTLA4 a probablement un effet sur la perméabilité, la barrière intestinale, et ça pourrait expliquer en partie la moins bonne correspondance. On a ici à gauche les courbes de ROC, on voit très bien que la plupart des études, pour la plupart des études de modèles, s'appliquent très bien, à l'exception d'une en fait. Alors que si c'est seulement des traitements anti-PD1, ça marche beaucoup moins bien. Je continue. Ces travaux vont un petit peu plus loin. En fait, ils identifient 22 signatures au niveau souche en l'occurrence, et par une approche random forest. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des souches qui sont associées à la réponse, on va dire prédictives, ou qui contribuent à prédire la réponse, et des souches qui prédisent la progression du cancer. Et parmi les souches prédictives de la réponse, il y a notamment plusieurs souches de Faecalibacterium prausnitzii. La plus forte en termes de signal est une souche de Faecalibacterium prausnitzii qui n'a pas de représentant en collection de souches aujourd'hui, donc qui est non cultivée. Cependant, elle est pas rare quand elle est présente, elle n'est pas au-dessous de 5% quand elle est présente, mais par contre, elle est présente chez un peu moins de 50% des sujets. Et puis, accessoirement, dans les souches associées à la progression, il y a une souche d'Akkermansia qui
elle aussi, n'est pas répertoriée dans les collections de souches actuelles. Puis ils sont allés un petit peu plus loin en s'intéressant à ce qui se passe au niveau des fonctions. Et comme on a de la séquence métagénomique, on a possibilité de caractériser les fonctions. Et donc là, ce qui a été étudié, c'est les facteurs de virulence, c'est des voies métaboliques globales, avec un zoom sur le butyrate et les gènes impliqués dans la production de butyrate. La fonction est considérée comme présente quand plus de 80% de la voie métabolique est effectivement observée, et la voie majeure de production de butyrate qui est étudiée, c'est la voie de l'acétyl-CoA, la condensation de 2 molécules d'acétate en réalité, avec les gènes BUT, BUK, et elle est complète chez toutes les souches de Faecalibacterium prausnitzii, c'est en B1 ici, c'est en haut. Et elle est absente chez 2 firmicutes qui sont proches mais qui ne sont pas associés à une réponse, à une prédiction de réponse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les gènes de production de butyrate chez les souches qui sont des souches signatures prédictives, mais par contre, si globalement dans l'étude, on va regarder ce qui se passe en termes de présence et d'abondance relative des gènes en question, eh bien, on n'a pas de différence significative. Donc, les gènes ne peuvent pas servir de signature, alors que les espèces qui les portent peuvent tout à fait servir de signature dans ce travail. Voilà, je vais passer à un autre volet. On sait que les pipelines de bioinformatique évoluent tout le temps. Et celui que j'avais l'intention de vous présenter ici, c'est l'évolution du pipeline qu'on appelle Metaflan, qui est produit par les équipes autour de Nicolas Segata en Italie, à Trento, et qui est passé de la version 3 à la version 4 l'année dernière. Et en gros, le travail qui est présenté dans cette publication est basé sur l'utilisation d'1 million de références prokaryotes au niveau gène, en fait, enfin au niveau génome. Et c'est des références de micro-organismes connus et des références de génomes assemblés par métagénomique. Ça correspond à 26 970 génomes au niveau d'espèces, en fait, et dont 4 992 sont des espèces aujourd'hui encore totalement inconnues. Donc c'est vraiment le pas qui a été franchi entre Metaflan 3 et Metaflan 4, c'est l'inclusion de génomes d'espèces inconnues, non nommées et non représentées dans les collections de souches dont on dispose aujourd'hui. Et ce qui est montré, c'est que Metaflan 4 explique 20% en plus des séquences générées dans des analyses de microbiome humain classiques, en fait, et 40% en plus dans des environnements microbiens moins bien caractérisés, moins bien connus. L'exemple qui est donné dans le travail est notamment le contenu de rumen des animaux ruminants. Appliqué aux métagénomes intestinaux humains, à plus de 24 000 métagénomes intestinaux humains, le travail montre que les espèces qui sont jusque-là non détectées ou qui étaient jusque-là non détectées peuvent être des bons biomarqueurs des conditions de maladie ou des conditions de mode de vie des sujets étudiés. Et globalement, ce que le travail montre, c'est que on peut faire le profil génétique au niveau de la souche, y compris pour des espèces qui jusque-là n'étaient pas connues. J'ai quelques diapositives pour illustrer ce travail. Cette première montre qu'il y a une différence entre les populations occidentales et les populations non occidentales. Par rapport à ce paramètre, je rajoute de la connaissance en incluant des espèces et des souches issues de micro-organismes jusque-là inconnus. Et en fait, le top 10 de ce qui est le plus prévalent dans l'intestin des populations occidentales, ce sont des espèces pour lesquelles on a le nom de genre, le nom d'espèce ici, et donc on les connaît. Par opposition, quand on s'intéresse aux populations non occidentales, eh bien, on a dans le top 10 des micro-organismes qui ne correspondent pas à des espèces connues. On connaît au mieux le phylum, quelquefois l'ordre, quelquefois la famille, et quelquefois exceptionnellement le genre. Alors, en allant un petit peu plus loin, ce que Metaflan 4 a permis de montrer, quand on compare à Metaflan 3 sur la prédiction de paramètres de santé qui sont basés sur l'alimentation ou le contexte cardiométabolique, c'est que quand on passe du rouge au vert, c'est-à-dire de Metaflan 3 à Metaflan 4, que l'on s'intéresse
aux aspects de régression, c'est les box plots, ou aux aspects de prédiction, c'est l'air sous la courbe, c'est les ronds. Bien, on a toujours une amélioration quand on passe de l'ancien outil au nouvel outil. Et tout ça est basé sur l'étude Zoe Predict 1 et de la modélisation par Random Forest, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, et puis en allant un tout petit peu plus loin, en fait, en prenant dans le classement des espèces sur leur potentiel de prédiction de conditions positives ou favorables, ou négatives ou défavorables en termes de régime alimentaire ou de cardiométabolisme, si on prend parmi tous les taxons, en fait, toutes les souches qui peuvent être identifiées, celles qui ne correspondent pas à des souches connues, donc qui sont encore aujourd'hui inconnues et non nommées, eh bien, on se rend compte qu'elle discrimine très très bien les caractères positifs ou négatifs de l'alimentation ou du cardiométabolisme chez les sujets qui ont été étudiés dans le travail. Voilà, j'ai une petite partie de ma présentation qui est centrée sur l'axe intestin-cerveau parce que c'est un domaine qui évolue beaucoup et je voulais faire l'exercice de voir où on en était et de voir ce que je pouvais vous apporter. Et puis j'avais un travail qu'on a réalisé nous que je voulais inclure aussi dans cette présentation. Alors en fait, c'est un domaine, la science du microbiome appliquée à l'axe intestin-cerveau, qui nous présente aujourd'hui énormément de revues. Donc c'est à mon sens, pas nécessairement très bon signe, en fait, quand on est au stade où il y a presque plus de revues que de recherches originales. Mais voilà, les messages sont quand même pertinents. Donc, ce que nous disent les revues, c'est que bien, dans la relation entre l'intestin et le cerveau, il y a effectivement du signal qui passe du bas vers le haut, du haut vers le bas, et qui est porté en direct, en fait. Ça peut être par la voie nerveuse, ça peut être par la voie sanguine, mais avec des métabolites bactériens comme les acides gras à chaîne courte ou le tryptophane ou les dérivés, ou des neuromédiateurs ou des précurseurs de neuromédiateurs, par exemple. Mais on a très souvent des indications que l'immunité, le système immunitaire est un intermédiaire, un interlocuteur important et que les signaux qui sont actifs sont parfois des signaux qui vont directement du microbiote vers l'immunité ou de l'immunité vers le cerveau et réverse et retour. Et puis, on a des publications, des revues qui nous disent, bien, on peut agir dans le contexte, par exemple, de l'anxiété et de la dépression, à travers des composantes qui vont moduler le microbiote et les caractéristiques de l'hôte. C'est par exemple le régime alimentaire, c'est certains composés du régime, c'est des micronutriments, des macronutriments, c'est des probiotiques, des prébiotiques, des symbiotiques ou le transfert de microbiote fécal qui sont cités ici comme exemple de modalités qui vont jouer sur le microbiote et sur la symbiose pour restaurer des conditions neuropsychologiques normales. Alors, j'ai pris une diapo, une publication qui date de 2022, donc qui date un petit peu déjà, mais à travers laquelle, sur 1054 participants d'une cohorte de Rotterdam, les équipes autour de Amin avaient travaillé sur l'identification d'une signature dans le microbiote intestinal. Signature qui était validée sur une cohorte de validation de 1539 participants de la cohorte Elius d'Amsterdam. Il y avait 13 taxons microbiens qui ressortaient comme prédicteurs du statut, en fait, dans une analyse intitulée Gut Microbiome Wide Association Study. Donc, c'est l'équivalent du GWAS sur le génome, mais basé sur le microbiome pour des nombres d'individus assez décents. On n'a rien à dire par rapport à ça. Et donc, ils ont identifié 13 taxa microbiens qui, tous, étaient impliqués dans la production de ce qui peut être reconnu comme des neuromédiateurs ou neurotransmetteurs. Le glutamate, le butyrate, la sérotonine, le GABA, qui est un précurseur de la sérotonine, potentiellement important dans la dépression. Voilà, et le travail qu'on a fait, que je voulais présenter, profiter un petit peu pour présenter ici, est un travail qui a porté sur l'hypothèse que quand les choses se dérèglent et que ça induit de l'anxiété ou de la dépression, ça peut bien sûr concerner le microbiote, et on peut voir une altération au niveau du microbiote, mais ça peut aussi concerner des paramètres de l'hôte, comme la barrière intestinale avec la perméabilité, comme l'immunité avec l'inflammation et le stress oxydatif qui vient avec l'inflammation. Et j'insiste ici en l'illustrant sur le fait que ces paramètres
ces leviers peuvent s'auto-entretenir dans un cercle vicieux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cercle vicieux, on peut suspecter qu'il s'installe dans le modèle souris qui est utilisé pour valider les médicaments antidépresseurs. C'est un modèle souris, les souris sont exposées à un stress chronique imprédictible pendant 4 semaines et elles sont, à l'issue de ces 4 semaines, installées dans une situation où non seulement on a une altération comportementale, mais en plus on a une altération du microbiote, on a une altération de l'immunité et ces altérations sont durables, c'est-à-dire qu'on va les retrouver intactes 21 jours après l'induction. Et ce que l'on peut faire, c'est utiliser un antidépresseur et à ce moment-là, on corrige le comportement de l'animal, qu'on peut mesurer formellement, mais on corrige aussi les paramètres de la relation microbiote-route. Et donc, ayant postulé que ces 4 leviers pouvaient jouer, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'introduire un traitement avec des actifs alimentaires. On a utilisé la glutamine, qui joue particulièrement sur la barrière intestinale. On a utilisé la curcumine, un polyphénol qui joue comme antioxydant et anti-inflammatoire, et un probiotique, Lactobacillus rhamnosus GG, qui est une souche qui a été énormément étudiée et qui joue à peu près à tous les niveaux. Elle est aussi recommandée en association de la prise d'antibiotiques pour son impact sur la résistance et la résilience du microbiote intestinal. Et quand on a fait ça, on a observé que l'induction par le stress chronique s'accompagne d'une réduction du temps passé dans la zone centrale d'un open field. Donc, c'est une mesure de l'anxiété. Donc, on augmente l'anxiété. Et puis, quand on traite avec la clomipramine, un antidépresseur tricyclique parentéral, on corrige totalement cette altération comportementale. Et avec les actifs qu'on a utilisés, quand ils sont utilisés un à un, on a parfois une correction comportementale. Quand on utilise les 3 ensemble, on fait aussi bien que l'antidépresseur tricyclique parentéral qui, lui, chez l'humain, est associé à des effets secondaires majeurs, alors qu'avec des actifs alimentaires, on ne s'attend pas du tout à avoir d'effets secondaires. Ce travail-là est aujourd'hui prolongé par un essai clinique qui s'appelle ProMood, chez des patients qui échappent à la première ligne d'antidépresseurs, qui passent sous venlafaxine et qui sont dans un essai randomisé contrôlé, splitté en 2 groupes, un bras contrôle et un bras test qui reçoit l'équivalent finalement de ce que l'on a pu administrer dans le modèle souris, les mêmes actifs. Et puis pour finir, j'ai un blog sur l'AFMT, le transfert de microbiote fécal. Quoi de neuf dans le domaine? Alors c'est un domaine qui bouge très très vite, donc c'est un petit peu compliqué de prétendre être exhaustif comme je l'ai évoqué au début. Mais 2023 a été une année assez particulière puisque c'est en 2023 que la FDA a approuvé 2 traitements de microbiothérapie, 2 produits de microbiothérapie pour traiter l'infection résistante à Clostridium difficile. J'insiste un petit peu sur le fait qu'on entend beaucoup parler de transplantation ou de greffe de microbiote fécal. Ce n'est pas de la transplantation, ce n'est pas de la greffe, c'est du transfert. On est sur de l'écologie. Quand on fait une transplantation d'organes, on a besoin que toutes les cellules s'implantent. Quand on fait un transfert de microbiote, on met une écologie dans une autre écologie et c'est illusoire d'imaginer que toutes les cellules vont s'implanter. Donc, c'est plutôt par rigueur que l'on devrait parler de transfert. Voilà. Et alors, on a ces 2 publications qui nous disent qu'effectivement, on a atteint une phase 3 positive, et si bien que la FDA a reconnu, et c'est pratiqué aujourd'hui, tous les jours, en fait, à travers le monde, pour guérir des patients de l'infection à Clostridium difficile. Et je ne reviens pas sur les travaux de 2013 qui avaient montré qu'effectivement, ça marche beaucoup mieux que l'antibiotique de dernier recours contrôlé, testé en parallèle, qui était la vancomycine. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière, 2018, les travaux avaient montré que le microbiote était important dans l'utilisation des immune checkpoint inhibiteurs, donc l'immunothérapie des cancers. Ce qui illustre ce travail, c'est que un immune checkpoint inhibiteur, ça peut effectivement réduire la taille des tumeurs. Par contre, si on traite les animaux avec des antibiotiques, on perd complètement cet effet et on a, même si on suit la mortalité, une accélération drastique de la mortalité chez les animaux qui sont traités par antibiotiques, avec la suspicion que ça pouvait être le cas chez l'humain. Des résultats analogues avaient été observés pour la chimiothérapie avec cyclophosphamide ou des sels de platine auparavant et publiés depuis 2013. Donc, au-delà de ça, ce qui a été observé chez le patient, c'est qu'effectivement,
dans les contextes de traitement de cancer du poumon, de cancer du rein, de cancer de la vessie, par immunothérapie, on a une perte de chance quand on a un antibiotique qui est associé dans les 2 mois qui précèdent ou dans le mois qui accompagne le traitement. Et ça a conduit à du changement de pratique, en fait, au niveau clinique, notamment chez nos collègues de l'Institut Gustave Roussy qui ont fait ces démonstrations. Et plus globalement, en fait, en oncologie, un microbiote plus riche et diversifié est associé à une survie meilleure des patients. Alors, les quelques exemples qui sont présentés ici, c'est un taux de survie augmenté de 20 à 25% chez les patients qui ont en baseline une plus grande diversité du microbiote quand, dans le contexte du cancer du sang, ils reçoivent une greffe de moelle osseuse ou une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Au milieu, en fait, ce que l'on a, c'est la diminution de la mortalité chez les patients qui ont un microbiote à haute diversité et qui ont développé une maladie contre l'autre dans le contexte du traitement du cancer du sang par greffe de moelle osseuse. Moins 30% de mortalité. Et puis ce qui est présenté à droite, c'est l'augmentation de la réponse aux immune checkpoint inhibiteurs dans le cas du mélanome métastatique. Donc, on a cette importance qui a été documentée de nombreuses fois de la richesse du microbiote intestinal. Et en 2023, donc alors là, je suis sur des données Math Pharma. J'ai dit que j'étais conseil scientifique, donc je le redis à nouveau. Cette publication dit que l'essai de phase 2, Héraclès, avec MAT13, qui est un pool de microbiotes fécaux de 4 à 6 donneurs en général, dans le contexte de la GVHD, la maladie du greffon contre l'hôte, stéroïde résistante avec une présentation gastro-intestinale, est améliorée. Et on est dans un contexte où il y a une phase 3 qui est en cours aujourd'hui, qui s'appelle ARES, et qui est une étude qui inclut des patients adultes ayant reçu une greffe de moelle osseuse, ayant développé une maladie du greffon contre l'hôte avec manifestation intestinale, réfractaires à la première ligne de stéroïdes, réfractaires à la deuxième ligne de ruxolitinib. Et donc, ces patients-là reçoivent, à une semaine d'écart à peu près, 3 administrations de poche anale de la préparation MAT13. Et l'étude aujourd'hui a dépassé le stade de la moitié des inclusions, à l'issue de laquelle donc, il y a une étude, une analyse indépendante. Et les conclusions principales de l'analyse indépendante du DSMB sont qu'on a une très bonne safety et on a un taux de réponse global qui est au-delà de ce qui avait été anticipé. Alors les résultats ne tomberont en termes de taux de réponse global pour la partie intestinale qu'à la fin de l'année et pour la partie survie complète à 12 mois seulement à la fin de l'année 2025. Voilà, on est dans ce contexte où MaaT Pharma avait, lors de la phase 2, obtenu l'autorisation réglementaire de faire du traitement compassionnel. Et donc, alors que l'étude de phase 2 incluait 35 patients, 140 patients ont été inclus, ont pu recevoir finalement à titre compassionnel les produits MaaT Pharma, MaaT13. Et dans ce contexte-là, ce qui a été observé, c'est qu'on avait chez les répondeurs 68% de survie à 12 mois, chez les non-répondeurs 24%, dans un contexte, en moyenne 47%, dans un contexte où les données de la littérature disent il y a à 12 mois 15% de survie, c'est des données de Abelin 2021. Et si de cette cohorte-là, on extrait spécifiquement les patients qui répondent aux critères de l'étude ARES, ben finalement, on s'attend à avoir 76% de survie à 12 mois chez les patients répondeurs. Voilà, et puis je vais terminer par ce travail qui a été publié tout récemment, accepté la semaine dernière, et je mets le logo FHU-PACEM parce que c'est un travail FHU-PACEM d'une certaine façon. Vous allez reconnaître les noms des collègues notamment des hôpitaux parisiens en fait. Ce travail-là, il compare l'impact d'une microbiothérapie avec un pool, donc un produit issu de plusieurs donneurs, versus les produits issus des donneurs individuels, dans un contexte particulier qui est un contexte en modèle souris, infection par Salmonella ou par Clostridioides difficile. Et il montre que le pool fait mieux et moins
irrégulièrement, de façon moins hétérogène en fait, en termes d'efficacité que les produits issus de donneurs, uniques. À la fois in vivo et in vitro également, donc il y a moins d'hétérogénéité, une efficacité moins hétérogène avec, le pool qu'avec les produits simples donneurs. Je l'illustre. Alors simplement le produit, la description du produit. Là, on a ici sur, une PECOA, l'illustration de ce qui est donneur individuel en rouge et les poules qu'on peut générer en bleu. On voit bien que, bah, finalement, il y a une homogénéisation, quelque part, on se rapproche du centroïde de la distribution quand on prépare des poules. On a aussi illustré en haut ici à droite, une augmentation, de la richesse, mais surtout une homogénéisation de la richesse entre les préparations, quand on fait des poules par rapport aux donneurs individuels. On augmente la diversité, l'index de Shannon de diversité. Et puis quand on s'intéresse à différents taxons bactériens, bah, le message est le même, on augmente l'homogénéité, donc on va d'une certaine façon standardiser le médicament qu'on prépare quand on prépare ces poules de microbiote. Et puis, 2 diapos pour, ce qui se passe en Salmonella, ce qui se passe en Clostridium difficile. En Salmonella, il n'y a pas d'effet, de l'apport du pool, qui est ici la première colonne après le contrôle, versus les donneurs individuels, sur le portage. Le portage au niveau, des fesses des souris. Par contre, on a un effet sur l'évolution du poids et sur l'évolution de l'index de sévérité de l'infection, de la maladie. Le pool étant très impactant en fait, hein. Les animaux sont beaucoup moins en perte de poids que ceux qui reçoivent les microbiotes de donneurs individuels. Pour ce qui concerne Clostridium difficile, donc on a, alors je n'ai pas illustré pour, ici on a un priming en fait avec un mix d'antibiotiques pendant 3 jours, puis une injection de clindamycine intrapéritonéale à -1 et au jour 0, une co-administration de la microbothérapie et du pathogène. Les souris sont suivies 5 jours et ce que l'on voit, c'est qu'après l'administration du pool, on a un effet drastique sur le portage du Clostridium difficile. Il est retrouvé de façon très hétérogène chez les souris qui ont reçu les donneurs individuels. Il reste cependant significatif pour 2 des donneurs, non significatif pour les 3 autres. Et ça s'accompagne d'une protection en termes de survie des animaux avec le pool et avec les deux donneurs individuels efficaces. Et par contre, on a une mortalité accélérée chez les donneurs individuels qui n'enduisent pas d'effet sur le portage de Clostridium difficile, avec parfois une mortalité plus rapide même que le contrôle. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, par humilité, je suis obligé de dire que ça couvre plein de sujets. Et voilà, j'espère que j'aurai apporté des éléments d'intérêt pour vous. Merci beaucoup Joël, c'était vraiment très intéressant. Donc alors on va regarder donc si parmi nos auditeurs on a des questions. Alors pour l'instant il n'y en a pas, mais du coup moi j'en avais, si je me trompe pas, hein, non Sophie, tu es d'accord, hein? Ouais, j'en ai pas vu Voilà. arriver et là, j'en vois Alors, pas du encore. du coup, merci, tu as couvert, pas mal de choses, mais je trouve que c'est intéressant, par rapport même aux autres topos qu'on a eus pendant ce printemps du microbiote, effectivement de voir, des éléments également, nouveaux. Moi j'avais plusieurs questions là, sur une des parties quand tu as mentionné les progrès, notamment dans les annotations, d'un point de vue, métagénomique. Mmh. Et enfin, c'est vraiment que c'est intéressant, hein, de voir que du coup, bah, la connaissance a augmenté, les catalogues ont augmenté, on Mmh. annote mieux. Parce qu'au départ, en shotgun, on a noté que, bah, moins de 50 probablement des séquences. Et ma question, c'est et tu as cité l'exemple, avec Metaflan, 3 et 4. Mais Mmh. est-ce que du coup, un conseil aux collègues, serait de se dire, bah, peut-être vous avez accumulé des données, vous avez intérêt peut-être à revoir en fait, vos résultats et vos données à la lumière des nouvelles annotations. En d'autres termes, essayer de voir si on a un gain d'informations en réannotant, par exemple, avec Metaflan 4, comme tu l'as mentionné pour une des publications.
Oui, je pense que la remarque est totalement pertinente en fait, hein. C'est, à la fois, des découvertes nouvelles qu'on peut faire en rajoutant, de la donnée au sens, rajouter des patients nouveaux ou des contrôles, en fait, des volontaires sains nouveaux. Mais c'est aussi, cette pertinence à aller, regarder avec, des bases de données de référence plus large, parce qu'il y a aussi beaucoup ça dans ce que j'ai présenté, notamment le travail de Nicolas Segata, où il rajoute des génomes de micro-organismes qui ne sont pas en collection de souches, en fait, hein, qu'on peut reconstruire à partir des données métagénomiques et qu'on peut reconstruire de façon aussi propre finalement qu'un génome d'un micro-organisme cultivé. Et donc, en rajoutant ça, on a effectivement la possibilité d'identifier les signatures qui sont totalement nouvelles, hein, et qui rajoutent vraiment à la pertinence des modèles qu'on va pouvoir développer. Oui, et avec des différences aussi en fonction des catalogues. Enfin, tu as cité Metaflam, mais par exemple, à Génopolis, il y a eu enfin, des catalogues qui ont été Oui, qui ont été faits initialement plus géniques, quoi. Et donc là, enfin, est-ce que du coup, ces approches, de ton point de vue, sont plus complémentaires? C'est-à-dire un peu faire tourner les résultats sur différents types de catalogues ou d'annotations, ou est-ce qu'il va y avoir une évolution sur des choix, en fait parce que finalement, ça peut donner des résultats assez différents, quoi, quand on utilise Metaflam ou bien les catalogues, géniques initiaux. oui, on pourrait se dire que dans un monde idéal, la science ouverte devrait permettre de partager plus et mieux. Et donc, on ait des catalogues de références qui soient finalement assez similaires les uns des autres. Oui, Ça oui. se Et développe, hein, enfin, ça a malgré des tout, c'est-à-dire implications, que oui, et ça a des tu es d'accord que ça a des implications, du coup, sur les tests, potentiellement, diagnostiques futurs à venir? oui, C'est effectivement comment, enfin, les choix qui peuvent être faits ensuite au niveau, pour, enfin, donner un résultat, et donc oui, on a oui, encore oui. beaucoup de travail là-dessus, quoi. Je suis d'accord, j'ai pas insisté beaucoup dessus, mais on a aussi des données historiques qui sont basées sur des approches au sens technique du terme, qui sont très imparfaites en fait, hein, où la collecte d'échantillons par exemple, ou l'extraction d'ADN n'était pas suffisamment bien faite, et donc du coup les poules de données qui ont été générées sont pas des données qu'on va pouvoir considérer comme des références très appropriées. Et donc, on a aussi besoin d'outils pour qualifier les bases de données passées et pour décider finalement si oui ou non je les inclus dans mon catalogue de références ou dans ma référence parce que elles sont issues de pratiques qui me conviennent, quoi, en fait, en termes de qualité de travail. OK. Donc ça, c'est vraiment l'apport, la base de data science, en fait, dont on a vraiment besoin et qui évolue dans le bon sens, mais de façon impressionnante en ce moment. Il y a une Alors question, Sophie, ça y est, il y a les une questions question. arrivent, donc Voilà. je vais lire la première de Céline Druard. Quel est le critère utilisé pour décrire les nouvelles souches de F. pro et d'Akkermansia quand ces souches n'ont jamais été isolées? Et comment être certain que cela soit bien une nouvelle souche? Alors, en fait, c'est basé sur l'analyse comparée de séquences qui permet de repositionner sur un arbre phylogénétique les séquences qu'on a obtenues. Et donc, aujourd'hui, on est capable de reconstruire les séquences génomiques par simplement des analyses très fines de coabondance. Et donc, toutes les séquences intimement coabondantes dans plein d'échantillons différents vont être mises dans le même bin. On appelle ça la même boîte, en fait, et on sait que c'est des séquences du même génome, et puis ensuite, on en a suffisamment pour reconstruire le génome. Et quand on fait une analyse phylogénétique, on va pouvoir repositionner ces génomes-là dans un arbre phylogénétique. Je vous l'illustrais tout à l'heure, hein, mais je ne vais pas remettre la diapo, mais on avait effectivement dans cette étude de Trevor Lawley quatre taxons, on va dire pour faire large, qui correspondent à des souches différentes de Faecalibacterium pronici. Alors, le positionnement avec le nom d'espèce, il vient du fait qu'on a, dans certains cas, un cultivé. Il n'y avait qu'une seule, en fait, des souches qui n'étaient pas représentées par un cultivé, mais qui étaient incluses dans un rameau de l'arbre phylogénétique qui correspondait nettement à Faecalibacterium pronici. Après, c'est un travail des taxonomistes, hein. On a des changements de la taxonomie assez régulièrement, surtout dans les grammes positifs. Donc, ça peut bouger. Mais voilà comment ça a procédé, en tout cas, dans ce que j'ai montré.
Il y a une deuxième question donc de Florent Mallard, donc très content de ton topo, très intéressant et il t'adresse la question du microbiote intratumoral. Bah, comme tu le sais, il y a eu ces publications, donc qui ont un peu défrayé la chronique, c'est d'un point de vue méthodologique. Donc la question, donc remise en question du microbiote intratumoral et cette question est-elle tranchée aujourd'hui? Alors, je ne pense pas qu'elle soit tranchée. Je vais là vraiment biaiser tout parce que je vais donner ma position personnelle en fait. Mais on avait travaillé dans le passé sur le microbiote dans le sang maternel, dans le lait maternel, pour essayer d'étudier dans la période très très précoce de la vie, pendant l'allaitement, en fait, s'il y avait du transfert de signaux moléculaires et ou de microbes de la mère vers l'enfant. Et pour moi, c'était un petit peu le même contexte. Et ce qu'on avait pu observer, c'est que bah, c'est essentiellement du portage de bactéries plus ou moins intactes par les cellules de l'immunité qui étaient vraisemblablement le vecteur de ce transfert. Et je pense que chez un individu en bonne santé, potentiellement chez un individu malade, chez lequel l'immunité est un peu secouée, ben, on peut avoir du portage de corps bactériens, et y compris dans les tissus. Et donc, moi, je n'exclus pas du tout que ce qu'on observe, en fait, c'est du portage par des cellules de l'immunité, Mmh. de corps microbiens, avec, dans certains cas, une domiciliation des cellules de l'immunité dans les organes en question. Dans le cas qu'on avait travaillé, il y avait une domiciliation des dendritiques au niveau de la glande mammaire, c'est bien connu. En fait, si en plus il y a une immunité qui fait que les corps bactériens dans les cellules immunitaires se perdurent, à ce moment-là, ils vont être vectorisés dans les tissus. Et pourquoi pas dans les tumeurs également. Donc, moi, j'inviterais volontiers à ce que des travaux soient faits dans ce sens-là, parce que on doit pouvoir l'étudier notamment sur des modèles animaux. Et donc, comme vous l'aurez compris, je suis très réservé sur l'existence d'un microbiote autochtone dans les organes humains et notamment dans les tumeurs. Merci. Alors, il nous reste plus que 2 minutes. Il reste 3 questions et pour rappel, on pourra colliger toutes les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre et les discuter lors de la séance finale. Donc, il y a une question de Léa Lehouezec. Signature microbiote et cancer colorectal. Y a-t-il des liens avec des dysbioses fungiques, des liens avec des effets de troubles du comportement alimentaire sur le microbiote? Alors, c'est 2 questions sur des terrains auxquels je ne saurais pas répondre en fait. Il y a vraiment des choses qui sont très solides sur dysbiose au niveau bactérien, avec certains taxons bactériens qui sont vraiment toujours surreprésentés ou très souvent surreprésentés dans le risque de cancer colorectal. Mais par contre, au niveau fongique, je ne connais pas cette littérature suffisamment pour m'aventurer et l'autre volet non plus en fait. Je suis désolé. Alors pour, peut-être la dernière question et puis on gardera la toute dernière pour le 14 mai, mais donc c'est un spectateur anonyme qui pose la question, alors importante, hein: «Que doit-on faire pour intégrer la science microbiote dans les analyses médico-hospitalières d'aujourd'hui et est-ce trop tôt?» Alors, c'est un peu trop tôt parce que j'ai essayé de le dire en fait, hein, mais tant qu'on n'aura pas installé un parcours de, un parcours technique en fait, hein, qui fait que le médecin peut prescrire et le patient va aller à son laboratoire de biologie comme d'habitude en fait et donner un échantillon et puis le laboratoire de biologie va faire l'analyse et puis ensuite générer les résultats un peu analysés et les fournir aux médecins et aux patients. Tant que ça ne sera pas installé, on peut espérer aller nulle part, en fait, hein. Donc il faut vraiment mettre ça en place pour avancer et puis il faudra en plus de ça, comme je l'ai évoqué, s'appuyer sur des standards, s'appuyer sur des grands nombres en termes de références et puis avancer sur la démonstration, la preuve de l'intérêt, du bénéfice clinique, en fait, hein. Et ce qu'on évoque aujourd'hui dans, par exemple, l'immunothérapie du cancer, bah, ça semble nous dire que la photographie du microbiote pourrait être essentiel en fait, très, très utile aux praticiens pour, sa décision en termes de prise en charge, du malade. Donc moi je suis très optimiste par rapport à ça. Je pense qu'on a tous les outils qu'il faut. Il ne faut pas qu'on soit trop, sévère contre, le développement du direct consommateur qui fait que n'importe qui a envie d'avoir la photographie de son microbiote va pouvoir la demander puis la payer. Mais il faut laisser s'installer
le pipeline qui va permettre un jour au médecin de pouvoir prescrire et de pouvoir passer par son interface habituelle pour avoir l'information qui va lui servir dans sa pratique. Ou en tout cas, que la science pourra démontrer comme utile. C'est Très une bien. très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à tous. Tu Merci veux conclure? Sophie, merci Eh Karine. bien, en tout cas, un grand merci. C'était bien sûr, comme d'habitude, extrêmement clair et extrêmement up-to-date. Donc, on a tous, et je pense les participants, bien profité. Donc, la prochaine séance sera celle du 14 mai. Et nous ferons une synthèse avec l'ensemble des orateurs et nous reprendrons les questions qu'elle n'a pas eu le temps de répondre. La dernière fois, ça avait quand même tenu une séance entière. Il y avait de riches échanges entre les orateurs et le public. Voilà, On, et on espère merci que vous Mina avez répondu au encore. petit questionnaire. Voilà, oui. Et puis merci Mina encore pour toute l'organisation. Voilà, dernière séance 14 mai. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bon.